L'arrestation la nuit dernière d'une trentaine de membres du Hamas en Cisjordanie, opération d'envergure des forces israéliennes la plus importante depuis la guerre à Gaza l'été dernier. Nouvelle tragédie en mer Méditerranée avec le naufrage d'un bateau de migrants venus de Libye. Au moins 400 disparus dont on est sans nouvelles. Et l'Europe incapable de faire face à ce flot de migrants. Et puis alors qu'Israël se souvient ce soir des 6 millions de victimes de la Shoah, une étude mondiale révèle que les actes antisémites violents sont repartis à la hausse dans le monde en 2014. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Il s'agit de la plus importante opération anti-Hamas depuis l'opération Bordure protectrice de l'été dernier. L'arrestation, la nuit dernière, dans le secteur de Naplouse, en Cisjordanie, d'une trentaine de membres du mouvement terroriste Hamas par les forces israéliennes. Récit Maxime Pérez. Une opération conjointe menée par l'armée, la police et les services de renseignement du Shabak. À Naplouse et dans sa région, la nuit dernière, le coup de filet anti-Hamas a mobilisé plusieurs centaines de militaires israéliens. En première ligne, la brigade d'infanterie Golani, mais aussi des forces spéciales, à l'instar des commandos d'Ouvdevan. Au total, 29 Palestiniens ont été appréhendés par les forces de sécurité israéliennes. Tous sont affiliés à l'organisation islamiste. Parmi ces membres du Hamas, plusieurs chefs locaux et d'anciens prisonniers libérés par Israël. Le raid s'est déroulé en plusieurs points de la ville de Naplouse, ainsi qu'au cœur du camp de réfugiés de Balata, le plus important de Cisjordanie. Une opération risquée mais parfaitement maîtrisée. Ni incident, ni blessés de part et d'autre. Tsahal aurait saisi plusieurs dizaines de milliers de shekels, des ordinateurs et des téléphones portables. Selon l'armée, le Hamas tenterait depuis plusieurs semaines de se réimplanter dans la région de Naplouse, son ancien fief au moment de la seconde intifada. Il y planifierait des attentats sur le territoire israélien qui ont tous été déjoués à la faveur d'opérations préventives comme celle de la nuit dernière. Cette action de Tsahal est en tout cas la plus importante menée depuis l'été dernier. Après l'enlèvement de 3 adolescents israéliens le 13 juin, l'armée israélienne avait arrêté plus de 300 membres du Hamas dans toute la Cisjordanie. Alors on va retrouver sur place justement notre envoyé spécial Maxime Pérez, tout près donc de l'endroit où se sont déroulées ces arrestations. Bonsoir Maxime. Comment d'abord réagit ce soir le Hamas, notamment à Gaza, puisque c'est une opération, vous l'avez dit dans le sujet, très importante? Oui, opération importante et réaction du Hamas, il y a eu, mais réaction assez feutrée de l'organisation islamiste. Il faut dire que le Hamas fait plutôt profil bas en Cisjordanie car ses activités se posent un petit peu en porte-à-faux à l'égard de l'autorité palestinienne qui, elle aussi, au même titre que l'armée israélienne, veille à ce que le Hamas ne rebâtisse pas une infrastructure militaire en Cisjordanie qui pourrait menacer son pouvoir. Donc, des réactions assez feutrées du Hamas. Et côté israélien aussi, on n'a pas trop communiqué sur cette affaire car on se souvient qu'il y a de cela un an, au moment du kidnapping des 3 adolescents israéliens, la vague d'arrestations massives qu'avait opéré l'armée israélienne en Cisjordanie contre les membres du Hamas, 300 militants arrêtés, avait provoqué à ce moment-là une recrudescence des tirs de roquettes contre le sud d'Israël et on connaît les conséquences que cette escalade avait eues sur le terrain. Maxime, cela s'est déroulé en territoire géré par l'autorité palestinienne. Justement, quel a été le rôle des autorités palestiniennes dans cette opération ? Eh bien écoutez, condamnation ce soir de l'autorité palestinienne qui estime qu'elle n'a pas été prévenue par l'armée israélienne, qu'il y a là une violation des accords de sécurité entre Israël et l'autorité palestinienne. Il faut rappeler que Naplouse se trouve au nord de la Cisjordanie, dans une zone sous contrôle palestinienne, intégralement administrative et sécuritaire. C'est la zone A, en principe, Israël, pour toute incursion qui doit être menée par ses forces, doit au préalable alerter les forces de police palestiniennes, ce qui vraisemblablement n'a été fait qu'après l'entrée des forces israéliennes à la fois à Naplouse et dans le camp de réfugiés de Balata. Et tout cela, évidemment, risque de remettre sur la table l'épineux dossier de la coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne. Vous le savez, il y a de cela
un mois, le Conseil central de l'OLP avait décidé de rompre purement et simplement cette coopération sécuritaire en Israël. Alors jusqu'ici, le président Mahmoud Abbas à Ramallah n'a toujours pas acté cette décision et il pourrait, avec évidemment ce qui s'est passé la nuit dernière à Naplouse, décider de s'en servir comme levier de pression sur Israël, alors que, vous le savez, les négociations de paix sont toujours au point mort et que Mahmoud Abbas cherche par tous les moyens de sortir de l'impasse. Merci Maxime Pérez, donc en direct de Cisjordanie, tout près de l'endroit où se sont déroulées ces opérations. On va d'ailleurs en parler à présent parce qu'il y a aussi d'autres mesures qui ont été prises ces derniers jours par Israël concernant la Cisjordanie et qui viennent contrebalancer, on va dire, cette opération d'envergure. Je salue Amir Badran, bonsoir. Vous êtes avocat à Yafo. Bonsoir à vous, Olivier Rafovitch, colonel de réserve dans l'armée israélienne. D'un mot d'abord sur cette opération, Olivier Rafovitch. On est toujours impressionné de la manière avec laquelle Israël va chercher précisément des suspects dans une zone qu'il ne contrôle pas. Il y a un travail de renseignement très important, on l'imagine, derrière. Il y a un travail de renseignement très important. Il y a une volonté ici de faire un travail dans la sérénité, dans le calme, qui n'y a pas ici de blessés. Mais il y a aussi le fait qu'il y a une coopération et une coordination avec l'autorité palestinienne. On a ici affaire à une opération qui va arrêter des membres du Hamas, qui sont l'ennemi aujourd'hui de Abou Mazen, de l'autorité palestinienne, du Fatah. Et il n'y a pas une telle opération sans qu'il y ait non pas une coordination après, mais au moins un accord de principe avant. Et dernièrement, il faut savoir que malgré que l'OLP ait déclaré qu'il fallait arrêter la coopération, l'OLP a fait une recommandation. Mais c'est l'autorité palestinienne qui décide. Et aujourd'hui, la coopération et la coordination est au beau fixe entre l'État d'Israël, l'armée, le Shabak et les Palestiniens sous contrôle de l'autorité. Parce qu'il y a un intérêt de Mahmoud Abbas d'éviter que le Hamas, si demain il y a des élections, par exemple, prenne le pouvoir ou en tout cas devienne un élément subversif contre le pouvoir de l'autorité palestinienne. Vous êtes d'accord, Amir Badran? Est-ce qu'Israël, avec ce genre d'opération, rend service à l'autorité palestinienne à Ramallah? Je pense que c'est difficile à parler des termes de rendre service. Moi, il faut, pour être... Il est nécessaire de donner un aspect un peu plus large pour comprendre quand on parle du Hamas. Qu'est-ce que c'est le Hamas? Parce qu'en général, il y en a qui prennent ce mouvement en tant qu'un mouvement terroriste. Et puis il y a d'autres, comme le mot l'indique, parlent d'un mouvement qui est politique, qui est légitime et qui est reconnu par plusieurs pays dans le monde, comme par exemple la Chine, la Turquie, la Russie, l'Iran, beaucoup de pays arabes et d'autres pays. Donc pas l'Europe, pas les États-Unis. Pas l'Égypte non plus. Non, pas l'Europe. Non, c'est pas exact ce que vous dites, parce que justement, la Cour européenne de justice en décembre 2014, qui est l'organe suprême de l'Union européenne, en fait, a exclu le Hamas de cette liste d'organisations terroristes. Et de ce fait, le Hamas n'est plus considéré en tant qu'un organisme terroriste. Donc, cette appellation est injuste, ou du moins, elle ne donne pas l'image entière de ce qu'on parle quand on parle du Hamas. Et ceci dit, il faut comprendre que l'État d'Israël même, et ça, l'État d'Israël ne le nie pas, est à l'origine de la création du Hamas. C'est-à-dire que le Hamas a été établi avec certaines aides, entre guillemets, par l'État israélien, pour en fait briser et pour fragmenter cette cohésion du peuple palestinien. Ce qui a commencé en tant qu'un instrument dans les mains de l'État d'Israël s'est avéré plus tard comme quelque chose qui s'est retourné contre celui qui a créé ce mouvement. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est la constitution du Hamas. Quand on parle du Hamas, on a souvent tendance à oublier qu'il y a deux branches. Je ne savais pas que Badran était un avocat du Hamas. Non, je ne le suis pas du tout. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du Hamas, je suis en train de donner des faits. Non, c'est pas des faits qui sont donnés un peu partout. Vous n'avez qu'à taper Hamas sur Google, vous allez trouver ça. Mais l'important, c'est de comprendre quand on parle du Hamas qu'il est constitué de deux branches essentielles. La première branche, c'est la branche politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'en 2006, il y a eu des élections dans l'autorité palestinienne au sein du Parlement palestinien. Et le Hamas du Hamas ce soir. était élu démocratiquement
sous les regards et des représentants il a du monde assassiné des entier. centaines de membres du Fatah à la il y a bande de Gaza. cette branche-là, et puis il y a la branche armée qui est en train de résister de manière violente, il faut le dire. Mais là, il faut comprendre que quand on... Alors, Allez, écoutez, Alors, répondez. bon, d'abord, je suis surpris encore une fois que ce soir, à la veille de Yom HaShoah, on fasse l'apologie d'un groupe qui veut la destruction totale de l'État d'Israël avec beaucoup d'arguments, beaucoup de sérénité, beaucoup de volonté de prouver qu'on a affaire ici à quelque chose de normal. Le Hamas est un mouvement terroriste qui veut la destruction physique et totale de l'État juif. D'abord. Il l'écrit, il le dit, il le veut. C'est lui qui assassine nos 3 jeunes au mois de juin et qui est à la base de cette opération de Tzahal contre la bande de Gaza, où malheureusement des Israéliens sont morts, également des Palestiniens sont morts, mais le responsable est le Hamas. Aujourd'hui, le Hamas est l'ennemi juré de l'Égypte, le plus grand pays arabe. L'Égypte est en guerre contre le Hamas, qu'il ne fait aucune différence entre la branche politique et la branche militaire. Seulement, il faut que des gens comme M. Badran, qui est avocat à la cour en Israël, soient l'avocat du Hamas. Mais ça reste pour moi une surprise. Mais attendez, laissez-moi juste terminer. Des pouvoirs que je n'ai pas et je ne prétends pas l'avoir. Mais ce que je ne comprends pas encore une fois, c'est comment aujourd'hui on peut défendre le Hamas, qui est l'ennemi non pas seulement de l'Égypte et d'Israël, mais qui est l'ennemi de Mahmoud Abbas, qui a un intérêt aujourd'hui de vouloir évincer le Hamas de la Cisjordanie, de la Judée-Samarie, qu'il ne soit pas présent ni militairement, ni politiquement. Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui de Mahmoud Abbas? Vous croyez vraiment qu'il veut le Hamas à Ramallah avec lui? Vous croyez vraiment que le Hamas est un besoin de quel rapport avec l'enlèvement de ces gens-là? Ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas d'enlèvement, ce sont des arrestations. Ça n'a aucun rapport. Maintenant, ces arrestations de ce soir sont des arrestations à effet préventif. Elles sont là pour coordonner pour éviter qu'il y ait des attaques, pour prendre que ces gens-là nous donnent de l'information avant qu'il y ait des attentats, pour prévenir qu'il y ait de la violence avant que la violence ait lieu. Donc vous êtes d'accord que ça n'a aucun rapport avec M. Mahmoud Abbas? Ça n'a aucun rapport. Il y a un rapport très précis, c'est que le rapport est le suivant. C'est qu'on ne peut pas, aujourd'hui, dans la région de Ramallah jusqu'à Naplouse, Shrem Jenin et Tulkarem, on ne peut pas aujourd'hui faire une action militaire de cette envergure sans qu'il y ait au préalable une interaction, je vais prendre ce terme-là, avec l'autorité palestinienne au plus haut niveau. Là, et d'ailleurs, dernièrement, l'État d'Israël et le ministère de la Défense ont pris des mesures extrêmement nouvelles. Par exemple, le fait qu'il y ait actuellement des policiers de l'autorité palestinienne à Abu Dis, à Azaria, dans des zones ce qu'on appelle de l'enveloppe de Jérusalem-Est. Ce n'est pas fait depuis 20 ans. Donc il y a ici une volonté israélienne également de montrer à Mahmoud Abbas qu'il y a une volonté de travailler ensemble, de faire des choses qui n'étaient pas là auparavant. Vous savez, le fait que le lendemain matin à Abu Dis et à Zaria, et je sais de source personnellement, que des Palestiniens se sont réveillés à Abu Dis et ont vu devant eux non pas des soldats de Tzahal ni des policiers israéliens, mais des policiers palestiniens, était pour eux une grande surprise. D'ailleurs, ils sont même encore plus gênés parce que maintenant, la criminalité qui a lieu à Abu Dis et à Zaria va être beaucoup plus compliquée à être présente parce qu'il y a une connaissance du terrain des policiers palestiniens qui sauront quoi faire contre les criminels et ceux qui font des problèmes au niveau de la criminalité à Abu Dis ou à Zaria. Mais le Hamas reste aujourd'hui un problème central de stabilité politique pour Mahmoud Abbas. Et il y a ici, soyons clairs, une alliance de facto entre l'État d'Israël, le gouvernement de Netanyahou, le gouvernement de Mahmoud Abbas et l'Égypte du maréchal Sisi, qui est président de l'Égypte, contre le Hamas. Ce Hamas aujourd'hui, il faut l'évincer. J'espère qu'on va le détruire. J'espère qu'on va réussir ensemble, dans une grande coalition des modérés, du monde arabe et de l'État d'Israël, de faire que les islamistes intégristes qui veulent, M. Badran, la destruction physique et totale de l'État d'Israël seront évincés à tout jamais. Pour l'instant, nous avons affaire à des opérations de grande envergure qui se font dans le calme, dans la sérénité, et ce n'est pas par hasard. Et ce n'est pas par hasard, croyez-moi. Alors, sur ces mesures, justement, qui ont été prises également dans le même temps, Amir Badran, par Israël, c'est vrai, pour la première fois depuis 15 ans, des médecins palestiniens peuvent venir en Israël avec des voitures immatriculées dans les territoires palestiniens, ce qui n'était pas le cas avant. Ça a été autorisé cette semaine, tout comme les policiers dont parlait Olivier Rafovitch à Jérusalem-Est, dans les quartiers de Jérusalem-Est. Ça vous semble être une avancée positive? Ah oui, c'est vrai qu'on est content d'avoir ces avancées. Mais il faut dire aussi que c'est une goutte dans l'océan. C'est ça ce qui est triste.
C'est-à-dire qu'on voudrait bien qu'il y ait des avancées, des pourparlers, des coopérations. D'ailleurs, M. Olivier a parlé de la coopération, soi-disant, qui existe entre l'État d'Israël et l'autorité palestinienne. Moi, je peux vous dire, en tant qu'avocat qui pratique, et j'avais une action avec un Israélien qui était saisi par la police palestinienne, et quand on a demandé de faire appliquer les accords d'Oslo pour le ramener ici en Israël, je peux vous dire que c'était clair et net, de manière qu'il n'y a aucune coopération, et s'il y en a des coopérations, c'est minimalisé. Et en général, ce qui se passe, c'est quand il y a les soldats israéliens qui rentrent dans des territoires palestiniens désignés par les accords d'Oslo alors qu'ils sont comme cette nuit. comme là, à Nablus. Normalement, il doit avoir cette coopération. Elle n'existe pas. D'ailleurs, mais vous ne croyez pas quand même hier soir, on a bien vu ça, que l'autorité palestinienne n'était pas au courant. Elle le savait uniquement après. De facto, ce qui se passe sur le terrain, c'est que lorsque les soldats israéliens rentrent dans ces territoires occupés, les autorités palestiniennes, les policiers s'écartent, ils rentrent chez eux, ils font comme s'ils n'étaient pas là. Il y a ici, évidemment, l'autorité palestinienne et Mahmoud Abbas ne vont pas dire qu'ils étaient au courant, ils ne vont pas dire qu'ils sont contents de l'arrestation des membres du Hamas, ils ne vont pas dire qu'ils ont aidé l'État d'Israël. D'ailleurs, ils ne le diront pas, et je ne veux pas qu'ils le disent. Mais, encore une fois, il y a aujourd'hui un danger pour toute la région. C'est l'islamisme intégriste, qu'il soit Hamas, qu'il soit Hezbollah, qu'il soit Daesh. Maintenant, ces gens-là ont un but, c'est la déstabilisation des États arabes modérés, la lutte contre les Américains, contre l'Occident, et la lutte contre l'État d'Israël. Moi, je suis très heureux et très satisfait lorsqu'il y a une conjonction d'intérêts et d'actions, parfois tacites, parfois officielles, parfois officieuses, entre l'Égypte aujourd'hui contre le Hamas. Vous savez que l'Égypte aujourd'hui fait un travail contre le Hamas qui n'a été fait par aucun pays dans la région. Même Israël, aujourd'hui, regarde l'Égypte contre le Hamas d'une manière que nous ne pouvons pas le faire. C'est un grand allié. Oui, c'est vrai. Et un grand avec le régime du Sisi, c'est vrai, c'est devenu un grand allié. Et je pense que c'est un allié. Pas le cas avant. C'est également un grand allié de l'autorité palestinienne. Et je pense que c'est un grand allié du camp de la paix. Parce que si nous voulons aujourd'hui arriver à la paix, c'est le but de tous, que nous soyons israéliens, égyptiens, palestiniens, nous devons, encore une fois, je vous le dis et je le répète, c'est peut-être triste pour vous entendre, évincer le Hamas, détruire cette infrastructure militaire et politique, parce que c'est un danger pour toute la région. Et tant que le Hamas aura la tête bien haute et portera les armes et feront des démonstrations de violence avec des armes au poing en criant « mort aux Juifs, mort à Israël, mort aux Américains, mort à tout ce que vous voulez », eh bien, il n'y aura pas la paix ici dans la région. Et donc, ce travail doit être fait. Vous pensez que c'est ça qui fait obstacle à la paix? Non. Il faut être sincère. Alors, vous pensez que c'est le Hamas qui fait obstacle à aboutir Vous croyez que le Hamas ne gêne pas la paix? Moi, je pense que même si demain matin, il y aura plus de Hamas, ils vont tous s'évaporer, il y aura toujours des obstacles qui seront mis pour ne pas aboutir à la paix. Il y aura des difficultés. Ce qui veut dire que ce n'est pas le Hamas qui fait obstacle à la paix. D'ailleurs, à propos de ceux qui prient mort aux Juifs ou mort aux Américains, je peux vous dire qu'on entend ça très bien ici en Israël, quand on entend mort aux Arabes un peu partout, mais cela ne veut rien dire. Il ne faut pas se prendre à ça. C'est pas ça qui fait obstacle à la paix. Ce qui fait obstacle à la paix, c'est qu'en fait, il n'y a aucune politique, aucune intention vraie, sincère du gouvernement, qui d'ailleurs n'est pas encore installé ici en Israël, alors qu'il s'agit de la quatrième cadence avec laquelle le chef de gouvernement est toujours M. Benjamin Netanyahu. Ça fait donc à peu près, disons, plus de 10 ans qu'il est au pouvoir et ça n'avance en rien. Il a été réélu et pour l'instant, tantôt les actions il n'y a pas de partenaire, tantôt il y a un partenaire, tantôt le Fatah est un partenaire, tantôt il est le plus. Mais je pense quand même, vraiment, avec beaucoup de réserve, je pense quand même que vous devriez applaudir les actions anti-Hamas, qu'elles soient israélienne, palestinienne et égyptienne. Parce que, de toute manière, elles font avancer la paix. Merci à tous les deux. Merci Amir Badran, merci Olivier Rafovitch, évidemment. C'est pas un dossier qui est refermé, on en reparlera. Merci à tous les deux d'être venus dans ce studio. On part en France maintenant et pour la première fois, au mois de mars, on a dénombré plus de filles que de garçons parmi ceux qui partent faire le djihad depuis la France. Un phénomène inquiétant qui tente à démontrer que les jeunes filles sont plus vulnérables à l'embrigadement djihadiste malgré les mesures de prévention qui sont mises en place. Miri Maman.
Elles sont de plus en plus nombreuses à se laisser séduire par le départ vers la Syrie ou l'Irak. En mars dernier, leur nombre aurait même dépassé celui des hommes. 136 jeunes filles contre 125 hommes ont été signalées par leurs proches comme candidates au djihad. Une évolution qui s'explique par une campagne ciblée menée par l'État islamique, notamment sur les réseaux sociaux. Nora, une jeune Française, a été endoctrinée sur Facebook. Elle est partie en Syrie l'année dernière. C'était un compte qui prenait la Hijra, qu'il fallait aider les personnes en Syrie. Il y avait des vidéos d'enfants mutilés et de femmes violées. Et à chaque fois, il y avait aussi des amis qui prenaient le djihad, la guerre sainte, en Syrie. Ces jeunes filles, souvent des mineurs, font tout pour cacher leurs projets et mènent une double vie. Ma sœur, elle avait 2 comptes Facebook, juste 2 numéros de téléphone et 2 styles vestimentaires. C'est ce qui m'a vraiment étonné. L'État islamique leur promet le grand amour ou les séduit en leur garantissant qu'elle viendrait en aide au peuple syrien. Mais derrière ces promesses, la réalité est bien différente. Le frère de Nora s'est rendu en Syrie pour tenter de ramener sa sœur, en vain. J'ai vu dans un sale état. Elle était toute amaigrie, le visage enflé, le teint jauni. Elle était plus mate que moi, et quand je l'ai vue, elle était plus blanche que moi. Je l'ai vue dans un état, elle n'arrêtait pas de pleurer, puis cogner sa tête contre le mur. Certaines de ces jeunes filles grossissent les rangs des combattants, mais la plupart, selon les témoignages, se marient avec des djihadistes, ont des enfants et vivent une vie de servante. Et toujours en France, on apprend ce soir qu'une fillette de 8 ans qui avait été enlevée dans l'après-midi à Calais a été retrouvée morte non loin de cette ville. Un suspect de nationalité polonaise a été interpellé. Il est actuellement entendu. On ignore encore les circonstances de cet assassinat, donc une fillette de 8 ans. On évoque à présent ce bras de fer diplomatique qui se déroule en coulisses entre la France et le Vatican. On va en parler avec vous, Léa Berdugo. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Paris a nommé un nouvel ambassadeur, mais le Vatican tarde à l'accepter et l'homosexualité du diplomate pourrait en être l'explication, Léa. Oui, et on dirait qu'aucune des deux parties n'est prête à lâcher du lest. Le porte-parole du gouvernement français, Stéphane Foll, a assuré aujourd'hui que Paris reste sur sa proposition concernant le choix de son ambassadeur. Il y a des négociations. Chaque ambassadeur doit être agréé partout où nous en nommons. Nous attendons la réponse du Vatican, mais la position de la France ne change pas. On a proposé M. Stefanini pour être ambassadeur auprès du Vatican. Alors, Laurent Stefanini, c'est un diplomate très estimé, actuel chef du protocole à l'Élysée, ancien conseiller du ministère français des Affaires étrangères pour les questions religieuses et surtout ancien numéro 2 de l'ambassade de France au Vatican. Il apparaissait donc comme le candidat naturel. Cependant, sa candidature ne passe pas du côté du Vatican. Quelle est l'origine du blocage? Alors, comme vous l'avez évoqué, Jean-Charles, ce serait en raison de son homosexualité que la candidature du diplomate n'a toujours pas été formellement acceptée. Selon un membre du Vatican cité par le journal du dimanche, eh bien, la décision viendrait du pape lui-même. Le souverain pontife souhaiterait-il faire payer au gouvernement sa loi sur l'homosexualité que le Vatican a décriée? Le Vatican, lui, se refuse toujours à tout commentaire. Selon une source de la Curie, le gouvernement de l'Église catholique, le Vatican ne répond pas et c'est au pays concerné d'interpréter cette absence de réponse. Alors, on sait que la France et le Vatican ont déjà expérimenté par le passé de petites brouilles diplomatiques. Oui, ce n'est pas la première fois que la France et le Vatican sont en conflit par rapport à la nomination d'un ambassadeur. En 2007 déjà, la France avait nommé un diplomate homosexuel. À l'époque, la demande d'agrément n'avait pas obtenu de réponse de la part du Vatican et Paris avait justement soumis un autre nom d'un candidat, mais ce diplomate à l'époque était pacsé alors que Laurent Stefanini, lui, est célibataire et reste très discret sur sa vie privée. Alors, cela pose évidemment question sur l'image que véhicule le pape François. On pensait qu'il était beaucoup plus ouvert que ses prédécesseurs. Oui, alors il faut rappeler qu'il reste tout de même à la tête d'une institution ultra-conservatrice. Cependant, il s'était distingué par un discours plutôt ouvert à l'encontre des homosexuels, comme l'illustre cette déclaration. Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger, avait-il déclaré à la presse en juillet 2013. Il avait également ajouté: le catéchisme de l'Église catholique dit très bien qu'on ne doit pas marginaliser ces personnes.
personnes. Beaucoup d'espoir avait donc été placé en lui, et ce, dès sa nomination. Mais aujourd'hui, suite à cette affaire, l'association italienne de défense des droits des homosexuels Arsighe a exprimé sa colère. Elle a même comparé le Vatican à l'Ouganda dans sa manière de traiter les homosexuels dans l'État. À l'épreuve des faits, les hauts prélats ont montré leur vrai visage, déclare l'un des porte-parole de cette association Arsighe. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en l'absence de réponse formelle, le Vatican pêche peut-être par omission. Merci Léa Berdugo. Affaire à suivre donc cette brouille diplomatique dont on parle peu, et c'est pour ça qu'on vous en a parlé ce soir. Il s'agit sans doute du pire naufrage de migrants en Méditerranée. C'est un navire venu de Libye transportant plusieurs centaines de personnes qui a sombré, et les secours italiens dépêchés sur place n'ont pu récupérer qu'une partie des naufragés, mais plus de 400 personnes sont considérées comme portées disparues. Julia Ganancia. Un désastre de plus en Méditerranée. Cette fois, le bilan humain serait sans précédent. Les survivants ont débarqué mardi sur les côtes italiennes et ont raconté l'horreur. 400 migrants auraient disparu en mer dimanche dans un naufrage. Les gardes-côtes italiens avaient annoncé lundi avoir sauvé 144 personnes et récupéré 9 corps après la perte d'une embarcation. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser que le bateau a chaviré sous l'effet du mouvement des passagers quand ils ont aperçu les secours. Sur le sol italien, les habitants reconnaissent être débordés par le flot de migrants. Nous demandons au gouvernement italien de nous aider à faire face à ces arrivées de migrants. Non pas parce que nous sommes racistes, mais parce que nous n'avons pas les infrastructures nécessaires et nous n'avons pas les moyens d'aider ces gens qui viennent ici. Nous demandons également à l'Union européenne de nous aider à régler ce problème. Le maire de Corigliano, Calabro, ne peut pas faire face à ce problème tout seul. Depuis ce week-end et l'amélioration des conditions météorologiques, les passages entre la Libye ou la Tunisie et les côtes italiennes se multiplient. Le week-end a été très chargé puisque les gardes-côtes auraient porté secours à 42 bateaux chargés au total de plus de 6500 migrants. Face à la colère des organisations humanitaires, les responsables de l'Union européenne enchaînent les déclarations et promettent des actes. En France, à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a dénoncé les réseaux d'immigration clandestine. Il faut impérativement qu'il y ait une politique à l'échelle de l'Union européenne qui soit mise en place de démantèlement des filières de l'immigration irrégulière, organiser ces filières par des véritables acteurs de la traite des êtres humains qui prélèvent un impôt sur la mort sur des migrants vulnérables au titre d'un trafic abject, les conduisant directement vers la mort. Ce nouveau drame porte à plus de 900 le nombre de morts enregistrés depuis le début de l'année, contre 47 pendant la même période en 2014. Alors pourquoi est-ce si difficile de juguler ce phénomène? Et puis on reviendra également sur tous les précédents naufrages, car le bilan est particulièrement terrible aujourd'hui si on comptabilise tous ces bateaux qui ont sombré en Méditerranée depuis maintenant plusieurs années. On va y revenir dans un instant avec Julia Ganancia qui sera ici en studio et qui nous apportera donc un éclairage sur ce dossier qui inquiète évidemment de plus en plus les autorités européennes. Juste après la pause, à tout de suite. Arrestation la nuit dernière d'une trentaine de membres du Hamas en Cisjordanie, une opération d'envergure des forces israéliennes, la plus importante depuis la dernière guerre contre le Hamas à Gaza. Nouvelle tragédie en mer Méditerranée avec le naufrage d'un bateau de migrants venus de Libye. Au moins 400 disparus, l'Europe incapable de faire face à ce flot ininterrompu. On en reparle dans une seconde. Israël se souvient ce soir des 6 millions de victimes de la Shoah. Une étude mondiale révèle justement que les actes antisémites violents sont repartis à la hausse l'an dernier dans le monde en 2014. On parlait donc à l'instant de cette nouvelle tragédie en mer Méditerranée. 400 migrants venus de Libye portés disparus après le nouveau naufrage d'une embarcation de fortune. Julia Ganancia, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. On a vu donc il y a un instant les images terribles de ce nouveau drame. Il faut rappeler que ce n'est pas le premier, hélas. Effectivement. Et d'ailleurs, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a pris la triste habitude de dire que finalement la mer Méditerranée était la route la plus mortelle du monde. Rien qu'en 2014, 3400 migrants sont décédés en mer. Alors le pire accident cette année-là, en 2014, il s'est déroulé au large de Malte. C'était le 10 septembre. Il y a jusqu'à 500 migrants qui sont morts noyés et leur bateau avait été volontairement coulé par des passeurs. En fait, le
le bateau avait dû changer, les migrants avaient dû changer d'embarcation à 3 reprises. Et la dernière fois, les passeurs ont voulu les faire embarquer sur un plus petit bateau. À ce moment-là, ils ont refusé et les passeurs ont volontairement embouti leur bateau. Les secours n'avaient retrouvé que 10 survivants et 3 corps. Alors, autre accident aussi, on se souvient évidemment de ce drame de Lampedusa, c'était en 2013. Tout à fait, c'était le 3 octobre 2013, c'était un chalutier qui était en mauvais état et qui était parti de Tripoli en Libye avec 500 personnes à son bord. 366 personnes sont mortes, dont des femmes et des enfants. En fait, il y avait eu une panne de moteur. À ce moment-là, une fuite de fioul s'était répandue sur le pont et un des migrants avait décidé de brûler, d'enflammer une couverture pour que les secours puissent les voir. La plupart des migrants ont pris peur et sont tombés à l'eau et c'est comme ça que le bateau avait basculé. Donc je vous rappelle, 366 morts. Ça avait vraiment été une onde de choc en Europe, cet accident. Alors justement, ce qui est inquiétant, c'est que tout cela ne semble pas avoir de conséquences, en tout cas sur les autorités européennes. C'est comme si elles étaient totalement impuissantes face à ces drames à répétition. C'est vrai, alors à la suite de Lampedusa en 2013, le Conseil des ministres italiens avait tout de même débloqué 190 millions d'euros pour garantir aux arrivants un accueil plus digne en Italie et puis 20 millions d'euros seulement attribués aux enfants mineurs. Donc c'était quand même tout nouveau. Et puis le Parlement européen avait aussi demandé aux États qui ne sont pas directement confrontés à ces accidents-là, comme par exemple la France ou la Grande-Bretagne, de donner aussi de l'argent à l'agence Frontex. Je vous rappelle que cette agence a la fonction de surveiller et de dissuader ces mouvements migratoires, sauf que justement les associations disent que cette agence-là, ils accusent cette agence d'obliger les passeurs à trouver toujours plus des itinéraires finalement toujours plus dangereux. Donc c'est finalement un peu un cercle vicieux. Et puis l'Italie a pris aussi l'initiative en octobre 2013 de lancer une opération Mare Nostrum. C'était tout nouveau, c'était vraiment de surveiller 24 heures sur 24 les eaux italiennes. Et donc ça, c'est effectif. On voit des drones très régulièrement qui survolent la zone pour justement appréhender ce type d'incident dramatique. Mais on en a l'exemple aujourd'hui. Eh bien, ça ne suffit pas. Et je vous propose d'écouter à ce propos la porte-parole de l'ONG Save the Children. La priorité pour répondre à la crise migratoire, c'est que les membres de l'Union européenne financent des opérations de sauvetage. L'année dernière, de nombreux gouvernements, y compris le gouvernement britannique, ont réduit leur financement dédié aux opérations de sauvetage. C'est la raison pour laquelle nous voyons de plus en plus de femmes et d'enfants périr en mer. Voilà, manque de moyens donc évident. Merci Julia Ganancia. L'Égypte, à présent, 2 élèves officiers de l'armée ont été tués aujourd'hui au Caire par l'explosion d'une nouvelle bombe. Ce sont des islamistes qui sont soupçonnés d'être les auteurs de ces attentats devenus quasi quotidiens dans le pays. Et ce, au moment où le régime égyptien a décidé de durcir le ton face à l'islam radical en s'en prenant notamment aux livres jusque dans les écoles. Léa Volbert. C'est une mesure qui choque en Égypte. La présidente du conseil éducatif de la ville de Gizeh a appelé à brûler les livres qui incitent à la violence dans toutes les écoles de la municipalité. Parmi les livres brûlés, des écrits du théoricien de l'islam radical, Sayyad Qutb, parrain intellectuel des frères musulmans. Le ministère de l'Éducation a également demandé la formation d'un comité chargé de superviser l'examen des livres sur la religion utilisés dans les bibliothèques des écoles, une mesure qui vise à réhabiliter l'image de l'islam modéré. Je continuerai de le dire encore et encore. Nous devons changer notre approche. Nous avons besoin d'une réforme religieuse. Cette désolidarisation des mouvances radicales ne plaît pas à certaines organisations islamistes qui ont riposté en brûlant des œuvres littéraires. Autre initiative qui fait des vagues, celle de l'écrivain journaliste Cherif Choubachi. Il appelle les Égyptiennes à se rendre début mai place Tahrir pour une action symbolique, enlever leur voile publiquement. Une façon politique selon lui de combattre l'islam radical. Depuis, Cherif Choubachi reçoit des menaces des islamistes. Un climat qui contraste avec cette vidéo datée des années 50. Le président égyptien Nasser plaisante sur l'obligation de porter le voile exigé par les frères musulmans. Il a rencontré le conseiller général des frères musulmans. Il a présenté ses demandes. Il a demandé quoi? D'abord, il m'a dit il faut que tu imposes le voile en Égypte. Et que tu ordonnes à chaque femme qui sort dans la rue de se voiler. À chaque femme dans la rue. Qu'il le porte lui-même. Plus de 60 ans plus tard, cette phrase de Nasser ne trouve pas écho dans les rues du Caire où la plupart des femmes sont voilées.
Une étude empirique menée dans le monde entier en 2014 montre que les actes violents antisémites sont repartis à la hausse de manière spectaculaire. Premier pays concerné, la France, c'est le constat dressé par des chercheurs de l'université de Tel Aviv qui suivent le phénomène chaque année. Reportage Maël Benoliel. Un nouveau rapport sur l'antisémitisme inquiétant. Comme chaque année, à la veille des commémorations de l'Holocauste en Israël, le Centre Cantor pour l'étude du judaïsme européen contemporain de l'université de Tel Aviv rend public son rapport. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année 2014 a été particulièrement difficile pour les Juifs à travers le monde. Les actes violents à caractère antisémite augmentent d'année en année, mais en 2014, nous constatons une augmentation de presque 40% par rapport à la moyenne des 10 dernières années. 766, c'est précisément le nombre d'actes violents à caractère antisémite recensés par le Centre Cantor. Sur ce graphique, il est possible de constater que 54% d'entre eux ont été perpétrés par des hommes armés. D'après cet autre graphique, 40% de ces actes antisémites ont directement visé des personnes. Peut-on espérer une meilleure année en 2015 ? Non, nous répondent ces experts. D'après ces spécialistes de l'antisémitisme dans le monde, il semblerait que les tendances observées en 2014 vont se poursuivre en 2015. Alors, cette étude sur l'antisémitisme, la voici, et on va justement en parler avec celle qui a dirigé cette étude. Il s'agit du professeur Dina Porat, qui dirige le centre Cantor de l'université de Tel Aviv et qui est en duplex avec nous depuis cette université. Bonsoir Dina Porat. Bonsoir. Alors, c'est vraiment un constat terrible que vous dressez dans ce rapport. The year 2014 was a very difficult one in regards to 2014 a été une année très difficile en ce qui concerne le nombre d'actes de violence. Il y a eu une augmentation d'environ 40% des cas de violence, ou en tout cas du nombre de cas que nous avons pu recenser et dont nous avons pu établir le caractère antisémite. But these are not only the violent cases that pose a problem, but the general atmosphere to which the contributors are. Mais ce ne sont pas seulement ces cas qui posent problème, mais plutôt l'ambiance générale à laquelle contribuent les menaces, les harcèlements, les attaques personnelles sur des personnes non armées. Tout cela contribue à une atmosphère très pesante. Les Juifs aujourd'hui se sentent, surtout en Europe de l'Ouest, en France, en Belgique, en Angleterre et ailleurs, les Juifs se sentent menacés et commencent à s'interroger sur leur avenir. Alors justement, pour prendre l'exemple de l'Europe, on a l'impression qu'on est revenu à un niveau de violence antisémite comparable à ce que ce devait être avant-guerre. Est-ce que c'est le cas ? It's not only the violent cases that are the most important regarding 2014. Ce ne sont pas seulement les cas de violence qui comptent le plus en 2014, c'est surtout l'ambiance. Et c'est cette ambiance qui fait ressentir aux Juifs. C'est surtout l'ambiance et c'est cette ambiance qui fait ressentir aux Juifs. Quand ces cas se présentent quotidiennement, les Juifs sentent que leur réalité a changé. Il n'y a plus de frontières, plus de limites aux expressions d'antisémitisme, aux manifestations. Il n'y a plus aucun tabou et ils doivent faire face à cette réalité. Alors justement, prenons le cas de la France qui est en tête de ce classement antisémite. Est-ce que vous avez une explication justement à ce phénomène ? C'est une question très importante. La France est en tête de liste en ce qui concerne les cas de violence depuis déjà quelques années. Vous savez, dans les années 90, c'était l'Angleterre. Mais depuis les années 2000, c'est la France. La réponse, je dirais, je ne suis pas certaine que ce soit une réponse complète, mais il y a des millions de musulmans. Ils sont très bien organisés, surtout les plus radicaux d'entre eux, les islamistes. Et ce sont ces extrémistes qui veulent promouvoir une politique financée par les pays arabes, une politique visant à importer en Europe une propagande anti-israélienne, anti-juive.
and is based not only on Muslim elements, but on Christian elements. Elle ne repose pas uniquement sur des éléments musulmans, mais aussi chrétiens. Je pense que malheureusement, ils font du bon travail. Ils réussissent à apporter des éléments chrétiens dans cette propagande anti-israélienne et anti-juive. And indeed, we see a rise or a return of classic antisemitism. Nous avons vu une montée ou un retour à l'antisémitisme classique où les juifs sont traités d'assassins d'enfants, assassins de Jésus. On reparle du protocole des sages de Sion et des théories du complot. Ces théories du complot ressortent. Donc je pense qu'en France, ils sont plus prévoyants et mieux organisés qu'ailleurs. Conspicuous and better organized than in other places. Alors, c'est une étude empirique mondiale que vous avez réalisée. Est-ce qu'il y a un endroit quand même sur Terre où il fait bon vivre quand on est juif, Israël peut-être? Of course, Israel and we as Israelis. Bien sûr, Israël. Et nous aussi, en tant qu'Israéliens et sionistes, nous voudrions que tous les Juifs viennent vivre ici avec nous. En Israël, nous savons que nous ne pouvons pas garantir une sécurité totale, mais nous pouvons offrir un mode de vie juif entre Juifs. You see that the rise of antisemitism was evident also in Australia, in Canada. La montée de l'antisémitisme est claire également en Australie, au Canada, peut-être dans des pays où, à part en Israël bien sûr, mais dans des pays où il y a beaucoup de places, des pays immenses. Il y a des cas d'antisémitisme, mais on peut trouver sa place dans ces grands pays comme le Canada, l'Australie, etc. C'est peut-être là-bas qu'il faut aller. Perhaps that's a place to go. Merci beaucoup, professeur Dina Porat. Merci à vous. Alors justement, cette étude sur l'antisémitisme est publiée le soir où débutent en Israël les cérémonies de commémoration du jour de la Shoah. Israël qui se souvient chaque année des 6 millions de victimes juives de l'Holocauste. Une cérémonie a lieu en ce moment même au musée Yad Vashem de Jérusalem où nous attend d'ailleurs Daniel Haïk, notre envoyé spécial. Bonsoir Daniel. Je crois d'ailleurs que c'est le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui est en train de s'exprimer en ce moment. Oui, effectivement, Jean-Charles, nous sommes sur l'esplanade du Yad Vashem en pleine cérémonie du souvenir, la cérémonie qui marque le début des commémorations de ce Yom HaShoah, de cette journée du souvenir à la mémoire des 6 millions de martyrs juifs de la Shoah. Effectivement, c'est le Premier ministre qui s'adresse aux participants, aux personnes présentes et qui prononce un discours très fort, très ferme, un discours qui, bien entendu, est lié à l'Iran. Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre fait un lien entre la Shoah des Juifs d'Europe il y a 70 ans et la menace du nucléaire iranien. Mais cette fois, ce discours est bien plus percutant qu'à l'accoutumée à la suite de l'accord qui s'est conclu, qui a été obtenu il y a quelques semaines à Lausanne. Alors le Premier ministre est très clair, comme les nazis ont voulu détruire il y a 70 ans le peuple juif, aujourd'hui c'est l'Iran qui veut détruire l'État juif. Et le message que le Premier ministre adresse à la communauté internationale, aux pays occidentaux est un message très ferme. L'accord mauvais avec l'Iran prouve que les leçons de ce qui s'est produit pendant la Shoah n'ont pas été tirées et que l'Occident continue à céder. Il a affirmé, le Premier ministre, qu'au lieu de freiner un État qui prône la mort de 6 millions de Juifs qui siègent ici, qui vivent ici sur la terre d'Israël, eh bien l'Occident continue à céder et ferme les yeux. C'est ce qu'a dit Benjamin Netanyahou il y a quelques instants à peine, quelques instants avant que le Premier ministre ne prenne la parole. C'est le président de l'État, Reuven Rivlin, qui s'est adressé à travers la télévision aussi à l'ensemble de la nation pour rappeler le souvenir des 6 millions de morts de la Shoah. Il a insisté en particulier sur le thème central de cette commémoration cette année du Yom HaShoah. Ce thème, eh bien, c'est bien entendu les 70 ans de la fin de la guerre et surtout la douleur de la libération. C'est un thème très fort. La douleur de la libération, une libération qui pour les Juifs n'a pas été une fête, comme l'a dit Reuven Rivlin et comme l'a dit également le Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais qui a été empreinte de douleur. Et il a insisté aussi sur comment les Israéliens, comment les habitants d'Eretz Israël, de la Palestine mandataire de l'époque, avaient accueilli les rescapés de la Shoah, avec quelle stupéfaction ils avaient vu ces rescapés arriver ici sur la terre d'Israël. Il a cité un exemple poignant de
Freddy, un homme qui a perdu toute sa famille durant la Shoah et qui était le seul rescapé de sa famille et qui, lorsqu'il est arrivé, sur la terre d'Israël au moment de la guerre d'indépendance, a pris un fusil et quasiment sans être préparé est allé au combat pendant la guerre d'indépendance et il est lui-même tombé au combat pendant la guerre d'indépendance 3 jours à peine après avoir atteint les rives de la terre d'Israël. Et donc le président de l'État, Reuven Rivlin, très ému, a mentionné le souvenir donc de ces victimes de la Shoah et a parlé de la douleur, de la difficulté de retrouver l'espoir. C'est le discours qu'a prononcé Reuven Rivlin et la cérémonie doit se poursuivre avec un temps fort, l'allumage des 6 torches à la mémoire des 6 millions de martyrs de la Shoah par 6 rescapés de la Shoah qui allumeront ces torches avec leurs petits-enfants. Une manière pour l'État d'Israël d'associer les générations, la génération qui a vécu cette Shoah et la génération des enfants et petits-enfants qui vivent ici sur la terre d'Israël. Et puis demain, ce sera le temps fort avec la sirène du souvenir à 10h heure locale, 2 minutes, une sirène de 2 minutes à la mémoire des martyrs de la Shoah. Et pendant ces 2 minutes, eh bien, comme vous le savez, l'État d'Israël se mettra au garde à vous et se recueillera à l'unisson pour évoquer le souvenir donc des martyrs de la Shoah. Un mot, Daniel Haïk, pour signaler que ce soir aussi, on ne fête rien en Israël. Tout s'arrête aussi, en tout cas les restaurants, les magasins, tout ferme. Oui, effectivement, il faut rappeler, Jean-Charles, que c'est une journée de deuil national pour l'État d'Israël et qu'en conséquence, tous les lieux de loisirs, de détente, restaurants, cinémas, théâtres sont fermés. Et ce soir, eh bien, la plupart des Israéliens restent chez eux ou assistent dans certaines salles à des projections de témoignages de rescapés de la Shoah, d'histoires particulièrement émouvantes. Il y en a eu déjà sur les chaînes de télévision au cours des dernières heures, sur les chaînes de radio, des témoignages émouvants de rescapés qui racontent leur histoire particulièrement douloureuse. Et bien entendu, donc c'est à l'unisson, c'est un État d'Israël uni exceptionnellement, si l'on peut dire, qui se recueille aujourd'hui à la mémoire des martyrs de la Shoah. Merci Daniel Haïk, donc en direct de cette cérémonie, la première de cette journée donc, qui va se poursuivre durant ces 24 heures à Jérusalem. On parle économie à présent et le moteur de recherche Internet Google dans le collimateur de la Commission européenne. Plusieurs enquêtes ouvertes, dont une sur des accusations d'abus de position dominante. Et le géant américain s'expose à une très forte amende en cas de condamnation. Cyril Amar. 5 années d'enquête, une trentaine de plaignants, dont Microsoft, la Commission européenne est passée aujourd'hui à l'offensive. Dans le collimateur, Google, le géant américain accusé d'avoir abusé de sa position dominante dans la recherche sur Internet. Notre vue préliminaire dans la communication de grief est qu'avec son moteur de recherche sur Internet, Google a artificiellement favorisé son propre service de comparaison de prix et cela constitue un abus. Ce que redoute le gendarme européen de la concurrence, c'est que les utilisateurs de Google, qui représentent 90% des recherches sur Internet dans la plupart des pays d'Europe, ne voient pas nécessairement les résultats les plus pertinents en réponse à leurs requêtes. Mercredi aura décidément été une sale journée pour Google, puisque la Commission a également annoncé l'ouverture d'une autre enquête. Cette fois-ci, il s'agit de déterminer si le géant américain a oui ou non enfreint les règles de la concurrence avec son système d'exploitation pour smartphone, Android. Sur la base de notre enquête initiale, la Commission a également lancé aujourd'hui une enquête approfondie sur la conduite de Google en ce qui concerne le système d'exploitation mobile Android, ses applications et ses services. Bruxelles a fait part de ses griefs au groupe de Mountain View. Google a 10 semaines pour répondre. Mais si ces arguments ne parvenaient pas à convaincre la Commission, le géant américain pourrait écoper d'une amende équivalente à 10% de son chiffre d'affaires, soit environ 6 milliards de dollars. Alors, on ne quitte pas le domaine de l'Internet avec une autre success story à l'israélienne. La société Lynx, une jeune start-up, vient d'être rachetée par Apple. 20 millions de dollars, ça a été annoncé dès hier soir à New York. Bonsoir Jérémy Brabé. Bonsoir. Vous avez créé, vous, une start-up ici, ça s'appelle Psartech, et vous connaissez bien donc ce monde des start-up israéliennes. D'abord, c'est quoi Lynx ? Alors, Lynx, c'est une start-up israélienne, comme vous l'avez dit, ou Lynx, dont les fonds... Une partie des fondateurs en fait viennent de l'armée, sont des transfuges de l'armée et qui permet aux caméras, donc des smartphones, de prendre des photos même dans des conditions lumineuses difficiles.
Donc c'est pour ça que ça a intéressé Apple. Exactement. Alors en fait, ce qui intéresse Apple, c'est que la caméra sur un appareil photo est devenue un élément de choix du consommateur dans l'acquisition d'un smartphone. Et par exemple, si vous prenez dans les applications les plus populaires, il y a Instagram et Vine qui se basent sur cette caméra. Et pour le public d'Apple, qui est un public souvent de gens créatifs, c'est extrêmement important. Donc Apple doit construire en fait un avantage concurrentiel dans ce domaine-là. Alors c'est pas la première fois que des géants de l'internet viennent faire leur marché en Israël. Là c'est une start-up qui est toute neuve, qui va passer donc sous pavillon étranger. Exactement. Il faut comprendre en fait que dans le domaine du traitement de l'image, Israël a un énorme avantage. C'est-à-dire qu'à la base, c'est des technologies qui ont été développées par l'armée. On a vu que l'un des fondateurs de Lynx est un transfuge de l'armée. Et donc, ça a donné naissance à tout un écosystème. Par exemple, les plus grands professeurs dans le domaine, tels que Alex Bronstein ou Ron Kimmel, sont israéliens. Et un certain nombre de startups sont aussi israéliennes dans le domaine. Par exemple, PrimeSense, qui a déjà été acheté par Apple et qui fait des caméras 3D, est israélienne. Pourquoi est-ce que ces startups se vendent aussi rapidement? Pourquoi est-ce qu'elles ne cherchent pas à rester, à se développer ici? Pourquoi elles cherchent tout de suite à tirer profit finalement de leur découverte? Alors c'est de moins en moins le cas, mais là on parle d'une start-up en fait qui a un avantage qui est avant tout technologique. Et pour une start-up qui a un avantage technologique, de créer un marché, c'est très compliqué. Donc il est parfois plus intéressant de développer de sa technologie, de prouver qu'elle fonctionne et de vendre tout de suite. Bon, 20 millions de dollars, on est très loin du chiffre fou qu'avait récolté Waze, c'était près d'1 milliard je crois. C'est justifié, c'est le prix? Alors, on voit encore Waze, l'une des choses que Google a payé, c'est le nombre d'utilisateurs. En ce qui concerne Lynx, il n'y avait pas vraiment d'utilisateurs, donc le prix est juste le prix de l'achat d'une technologie. Donc c'est justifié. Voilà, mais ils sont partis de zéro, donc pour eux, c'est un bénéfice quand même. Oui, moi je ne les refuserai pas. Exactement, merci, on vous le souhaite, Jérémy Bravé. Merci. Je rappelle que vous avez fondé Psartech, donc start-up, merci d'être venu nous expliquer donc, cette nouvelle vente d'une start-up israélienne. On parle football avec la Ligue des Champions, la suite ce soir, les 2 derniers quarts de finale aller, Porto-Bayern, mais surtout Paris Saint-Germain, Barcelone. Les Parisiens qui visent les sommets européens veulent épingler un nouveau grand d'Europe après Chelsea au tour précédent, mais là, c'est un autre calibre. Lise Barenbaum. Rencontre au sommet ce soir entre le PSG et le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions. Un défi de taille pour les Parisiens qui seront privés de plusieurs de leurs cadres, dont l'indomptable Zlatan, le milieu Marco Verratti et Thiago Motta. Le Brésilien David Luiz est de retour mais sera au mieux sur le banc des remplaçants. Face au trio d'attaque catalan, Messi, Suarez, Neymar, la partie s'annonce difficile. L'Argentin en est à 45 buts marqués en 44 matchs avec le Barça. C'est vraiment un joueur exceptionnel, un dribbleur exceptionnel, un marqueur de but, un passeur, parce qu'il ne marque pas, il ne fait pas que marquer, il fait aussi marquer les autres. Le PSG est néanmoins dans une bonne période. Après avoir vaincu Chelsea, leader de Première Ligue en 8e de finale, le club de la capitale a remporté la Coupe de la Ligue en France. Depuis janvier, on est en train de bien jouer, d'être plus intense dans le jeu. Ça nous a permis aussi d'avoir des résultats importants et petit à petit on a évolué. Premier de Ligue 1, le PSG jouera au Parc des Princes et espère bien réitérer l'exploit du mois de septembre. Paris avait alors battu le Barça en match de poule avant que les Catalans ne l'emportent 3-1 au Camp Nou pour s'arroger la tête du groupe. C'est un peu la famille. On a joué plusieurs fois contre le PSG ces dernières années. Ils ont montré que c'était une très bonne équipe en phase de groupe. J'avais dit dès le début que je la considérais comme un prétendant au titre. Le fait d'éliminer un autre favori comme Chelsea par une victoire nette l'a démontré. En Liga, le Barça vient de caler contre Séville, match nul contre les Andalous de partout, mais reste à la tête du championnat. En 2015, le Barça, c'est 23 matchs disputés, 20 succès, 2 défaites et 1 nul pour seulement 17 buts encaissés. Nous réalisons toujours de bons matchs, des matchs de haut niveau. Et lorsque nous sommes concentrés, on peut toujours espérer gagner quelque chose. Nous sommes aussi en finale de la Copa del Rey. On fait une bonne saison en Liga, alors oui, on peut dire que cette année, nous avons faim. Le PSG ne s'est plus incliné au Parc des Princes depuis novembre 2006, soit 33 rencontres sans défaite lors de ses confrontations européennes. Un bilan qui aidera peut-être Paris à enfin passer en demi-finale de Ligue des Champions.
Et toujours en football, la fin d'une grande aventure. L'entraîneur emblématique du Borussia de Dortmund, Jürgen Klopp, a annoncé qu'il quitterait le club en fin de cette saison. Avec lui, Dortmund avait pourtant réussi à éclipser durant 2 saisons la suprématie du Bayern en Bundesliga, avec donc 2 titres de champion et même un doublé. Et il s'était même glissé jusqu'en finale de la Ligue des Champions en 2013, avant de s'incliner en finale face toujours, malheureusement pour lui, à ce même Bayern de Munich. On écoute Jürgen Klopp cet après-midi. Ce club mérite d'être entraîné par un vrai bon coach, prêt à 100%. Et donc c'est une décision qu'il a fallu prendre. Je ne suis en contact avec aucun autre club, je n'ai pas de joker, mais je n'avais pas non plus l'intention de prendre une année sabbatique. Voilà, Klopp et Dortmund, donc divorce annoncé cet après-midi. On va se retrouver dans un instant, on reviendra sur cet accord nucléaire que le groupe des 5+1 tente de négocier de manière définitive avec l'Iran, avec les derniers soubresauts en provenance des États-Unis. Puis on reviendra également sur ce qu'a dit tout à l'heure Benjamin Netanyahou, vous l'avez vécu quasiment en direct sur notre antenne. Il a de nouveau dénoncé ce mauvais accord pour qui, selon lui, eh bien, le monde n'a pas tiré les leçons de l'Holocauste, de la Deuxième Guerre mondiale. On va se retrouver donc juste après la pause avec des invités pour en parler. À tout de suite. Arrestation la nuit dernière d'une trentaine de membres du Hamas en Cisjordanie, une opération d'envergure des forces israéliennes, la plus importante menée depuis l'opération à Gaza l'été dernier. Une nouvelle tragédie en mer Méditerranée avec le naufrage d'un bateau de migrants venus de Libye. Au moins 400 disparus. L'Europe n'arrive plus à faire face à ce flot ininterrompu. Israël se souvient ce soir des 6 millions de victimes de la Shoah, au moment où une étude mondiale publiée aujourd'hui révèle que les actes antisémites violents sont repartis à la hausse en 2014, principalement en France. Et puis le nucléaire iranien, donc on a écouté il y a quelques instants le discours de Benjamin Netanyahou au mémorial Yad Vashem, évoquant ce mauvais accord qui, selon lui, prouve que le monde n'a pas tiré les leçons de l'Holocauste. Il y a également, au cours des dernières 24 heures, à la fois aux États-Unis et en Iran, de nouvelles déclarations qui indiquent que tout n'est pas fixé, en tout cas, sur la direction à suivre pour conclure cet accord. On écoute John Kerry et le président Rouhani, et on en parle juste après. Hier, un compromis a été trouvé à Washington au sujet du rôle du Congrès. Nous sommes confiants. Le président est en mesure de négocier un accord. Le président est en mesure de rendre le monde plus sûr. Nous ne traitons pas avec le Sénat américain. Nous avons affaire à un groupe appelé le 5+1. Le monde doit savoir. Le groupe des 5+1 doit savoir. Le Sénat, le Congrès, le président et le gouvernement américain doivent savoir que si cet accord n'inclut pas la fin des sanctions, il n'y aura pas d'accord. Le régime iranien ne peut pas être renversé. Voilà donc l'Iran qui veut afficher sa fermeté. On va en parler avec les invités. Bonsoir Avi Pazner, ambassadeur d'Israël. Merci d'être là. Bonsoir à vous Meir Habib. Vous êtes député français des Français de l'étranger pour le groupe UDI. Et vous avez justement aussi une position intéressante puisque la France est partie prenante à ces discussions. Dror Even-Sapir, bonsoir, analyste politique. Alors, quand on entend ces deux discours et puis encore Netanyahou ce soir, on s'aperçoit qu'il y a toujours un fossé qui existe, même si aux États-Unis, on a trouvé, semble-t-il, une sorte de mode de fonctionnement jusqu'à la fin de ces négociations. Oui, la grande nouveauté de ces derniers jours, c'est que le Congrès aura son mot à dire dans l'accord qui sera peut-être finalisé en juin prochain. Et un mécanisme de compromis en fait a été trouvé entre les démocrates et les républicains, d'ailleurs contre la volonté de la Maison-Blanche, mais la Maison-Blanche qui a bien été contrainte de prendre en considération que même du côté démocrate, il y avait des réticences, en tout cas des inquiétudes, et que l'on insistait au Congrès, y compris parmi les démocrates américains, parmi les élus démocrates, que l'on insistait pour que les membres du Congrès, les élus américains puissent avoir leur mot à dire, puissent
contrôler les termes d'un accord qui risque de ne pas plaire à tout le monde, y compris aux États-Unis. Et on a vu à quel point pour Benjamin Netanyahou, justement, eh bien, le Congrès représentait le dernier recours en quelque sorte, puisque Netanyahou, depuis déjà longtemps, ne croit plus que la Maison-Blanche puisse se rapprocher de ses positions. Alors, Meir Aviv, vous en avez parlé avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il est toujours décidé à tenir, en tout cas, les nations à distance d'un accord qui mettrait en danger Israël. J'étais en effet avec lui longuement hier soir et après ce plateau, je retourne à son domicile. Il est extrêmement préoccupé. Regardez la symbolique de la journée. Aujourd'hui, dans le monde et en Israël, nous fêtons Yom HaShoah. 70 ans où la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité. Mais 70 ans après, la bête immonde n'est pas mort. Il existe aujourd'hui un peuple qui s'appelle l'Iran, qui a organisé il y a quelques semaines de cela un concours de caricature sur la Shoah. Ce peuple dit « nous voulons détruire l'État d'Israël ». Il le dit. Le monde n'écoute pas. Rappelez-vous, on essaie de les câliner, de croire à leur bonne volonté. Cet accord est un mauvais accord. Rappelez-vous les accords de Munich. C'est dur, je sais, de comparer avec ce qui est peut-être pas tout à fait comparable. Mais rappelez-vous, à l'époque, on a tout fait Daladier et Chamberlain pour essayer de croire à la bonne volonté d'Hitler. On connaît la suite. Aujourd'hui, hélas, ce n'est pas simplement la position de Netanyahou, c'est aussi la position de beaucoup de démocrates, chez nous, en France, y compris celle de beaucoup de gens au sein du gouvernement français. Mais Obama se trompe, et Obama est en train de prendre derrière lui une partie de la communauté internationale à cause de la force. Regardez ce qui se passe avec aujourd'hui la Russie, qui envoie des missiles balistiques de longue portée à l'Iran. Et l'inquiétude est immense. Il n'est pas trop tard pour ouvrir les yeux. Tout le monde souhaite un accord. Il faut un bon accord. Or, cet accord est un mauvais accord. C'est un accord que l'Iran transgressera à moyen, court terme ou long terme. L'Iran possédera l'arme nucléaire. Et connaissant bien Netanyahou, je l'ai dit en commission des affaires étrangères en France tout récemment, on avait 8 sénateurs américains qui étaient là, dont le chef de républicain au Congrès. Je sais que c'est une position qui est extrême, je l'ai déjà dit sur votre plateau. Il ne sera jamais l'Iran être nucléaire parce que c'est une possibilité d'une seconde choix. Donc il n'est pas trop tard pour que le monde ouvre les yeux et Netanyahou est déterminé à essayer de faire ouvrir les yeux au monde. À défaut, lui, il prendra ses responsabilités, à mon sens. Alors, Avi Pazner. Premièrement, je crois, Meir, qu'il faut bien dire que ce qui s'est passé au Congrès américain, c'est un grand succès pour le Premier ministre. C'est-à-dire cette résolution du Sénat qui force le président à amener un accord devant le Congrès pour qu'il en débatte, pour qu'en fin de compte, il en décide. Je crois que c'est un succès israélien. Je crois qu'on n'en a pas assez parlé aujourd'hui à cause de tous les événements. Et surtout nous, on aime beaucoup parler de nos défaites, pas de nos succès. Voilà, je crois, un succès diplomatique considérable. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça va forcer Obama à prendre des positions beaucoup plus rigides envers l'Iran. Sans ça, ça ne passe pas au Congrès. Et d'ailleurs, on a vu, nous avons tous vu maintenant, le président iranien, il est inquiet. Il est inquiet, il dit « Moi, j'ai rien à voir avec le Congrès. Moi, je négocie avec les 5+1 ». Il le dit justement parce qu'il est inquiet de ce qui se passe au Congrès américain. Donc, je crois qu'il y a là encore des chances, sinon d'arrêter cet accord, au moins d'en avoir un beaucoup meilleur. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, l'Iran est dangereuse aussi sans l'arme nucléaire. Regardez les agissements de l'Iran aujourd'hui dans tout le Moyen-Orient. C'est comme une pieuvre avec 10 tentacules. Ils sont partout. Ils sont présents partout. Et les pays du Moyen-Orient, pas seulement Israël, les pays du Moyen-Orient, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats, la Jordanie, nous sommes tous conscients. Et là, nous formons une espèce d'entente stratégique, pas ouverte évidemment, puisqu'on n'en est pas encore là, mais quand même, on essaye de bloquer l'Iran. Pas seulement de devenir nucléaire, aussi de devenir nucléaire, mais essayons de bloquer l'Iran dans sa pénétration pour l'hégémonie du Moyen-Orient. On a vu hier, en tout cas, Netanyahou appeler Poutine pour lui signifier bien son mécontentement après cette décision de livrer des missiles S-300 donc de nouveau à Téhéran. Ça veut dire que la Russie peut-être tenter de rassurer Israël là-dessus. En tout cas, c'est pas une menace qui semble dirigée contre Israël, ce qu'ont fait les Russes, en tout cas. Les Russes prétendent que les armes qui seront livrées
à l'Iran ne sont pas des armes offensives, mais des armes défensives. Oui, mais à ce stade-là de perfection du système de défense antimissile iranien, c'est presque un avantage offensif que pourraient détenir les Iraniens et qui pourrait effectivement mettre à mal toute tentative d'attaque préventive contre les installations nucléaires en Iran. Donc les Israéliens sont très inquiets de cette livraison de missiles de type S-300. C'est véritablement quelque chose qui inquiète Jérusalem. C'est pas nouveau que la Russie soit plutôt du côté iranien et qu'elle devienne donc la seule puissance à briser l'embargo sur la livraison d'armes qui pesait jusqu'à-là sur l'Iran. On connaît les liens assez proches entre Moscou et Téhéran. Et j'aimerais revenir peut-être, si vous le voulez bien, sur ce qu'a dit Benjamin Netanyahou ce soir. À nouveau, cette comparaison entre le régime nazi et le régime iranien. C'est pas la première fois qu'il l'a fait. C'est pas la première fois. Dans quelle mesure cette comparaison, qui est basée effectivement sur des données très concrètes, les appels des dirigeants iraniens à l'éradication de l'État d'Israël, on a affaire à un régime qui est véritablement violemment anti-israélien et antisémite. On connaît les concours de caricature de la Shoah organisés par le régime iranien. Le peuple iranien, c'est une autre chose. La société iranienne ne suit pas entièrement ses dirigeants et son régime dans cette direction-là. Et c'est peut-être sur cet aspect-là que les dirigeants américains, Barack Obama et ses conseillers, misent sur une évolution sur le long terme de la société israélienne, de la société iranienne, qui pourrait influencer, peut-être israélienne aussi, qui pourrait influencer sur le régime iranien dans un sens plus modéré. Se trompe-t-il ? Pêche-t-il par la même naïveté qui était la leur, je parle des dirigeants américains, lorsqu'ils ont géré tant bien que mal le printemps arabe, les bouleversements en Égypte, en Syrie et ailleurs au Moyen-Orient? Bon, la question reste posée et on connaît la réponse de Benjamin Netanyahou. Je dis, quand je vois mon cher Avi, le verre à moitié vide, moi je vois le verre à moitié plein, parce qu'on ne peut pas laisser la moindre chance à l'Iran d'être nucléaire. Qu'est-ce que fait l'Iran actuellement? Il s'est emparé du Yémen. Après s'être emparé de la Syrie, du Liban, de la bande de Gaza, du nord du Golan et de l'Irak. Et le monde croit simplement... Ça, c'est des faits. Il suffit d'ouvrir les yeux et de voir. Le monde est silencieux. Le monde essaye de faire un accord qui permette, comme si jamais aujourd'hui l'Iran avait des problèmes énergétiques, de développer un soi-disant programme nucléaire civil. Mais de qui se moque-t-on? Ce serait tellement facile que le monde soit fort, uni pour éviter une guerre, justement. Il ne faut pas que l'Iran soit nucléaire, militaire, à aucun prix, ni la moindre risque. Ça fait 20 ans qu'il roule dans la farine la communauté internationale. Les sanctions sont en train de donner et on est en train de les lever. Alors c'est vrai, Avi Pazner le rappelait, il y a quand même aujourd'hui le Congrès américain qui doit ratifier l'accord. Il y a un petit garde-fou. J'aurais aimé que le garde-fou aille plus loin. J'aurais aimé que le garde-fou aille aussi pour demander à l'Iran d'arrêter le terrorisme, comme vous le rappeliez il y a quelques minutes, dans la région. On ne demande pas, voire de reconnaître un État démocratique qui s'appelle l'État d'Israël. On n'a pas demandé cela. On sait quand on est à l'accord, c'est le verre à moitié plein. Voilà. Mais je reste extrêmement sceptique. Je crois qu'il y a une immense naïveté. Vous le rappeliez, il y a de la communauté nationale qui veut à tout prix, et tout le monde veut éviter la guerre. Mais pour éviter la guerre, il faut être fort, déterminé. Et c'est comme ça qu'on évitera une guerre. Il faut apprendre les leçons de l'histoire, apprendre les leçons. Aujourd'hui, regardez le symbole, 70 ans de la Shoah, regardez les années entre 35 et 39, ce qui s'est passé dans le monde. Apprenons les leçons de l'histoire. Je crois que nous, à ce jour, ne les avons pas toutes retenues. Ouais. Vous avez l'impression que le monde se fait rouler dans la farine à ce point, Avi Pazner, aujourd'hui? Il y a vraiment un aveuglement? Non, et je crois que, surtout en Amérique, aussi dans certains pays européens, on veut voir en l'Iran un partenaire. Je veux dire que justement la France a une position beaucoup plus ferme. La France, je crois, comprend mieux cette situation. Absolument. Mais moi, je suis plutôt inquiet sur la politique américaine. Sur l'inconsistance de la politique américaine. Parce que quand vous regardez la politique américaine aujourd'hui au Moyen-Orient, je crois que vous l'avez mentionné, Meir Habib, que pendant la révolution, le printemps arabe, ils étaient contre Moubarak pour les islamistes. Maintenant, en Irak, ils sont avec les milices chiites de l'Iran
contre Daesh qu'il bombarde au nord en aidant Assad à la fois. Il y a là une grosse inconsistance et cela me rend plutôt inquiet. Alors je voudrais qu'on termine cette discussion avec un hommage qu'on souhaitait rendre tous à un diplomate israélien disparu la nuit dernière, Meir Rosen, qui fut ambassadeur d'Israël en France et aux États-Unis. Il était âgé de 84 ans et son visage ne vous est pas inconnu. Mathias Silbar. Il était l'homme de l'ombre des accords de paix israélo-égyptiens. Meir Rosen est décédé ce mardi à l'âge de 84 ans. Ce haut diplomate israélien d'origine roumaine était décrit comme féru et déterminé par ses pairs. Ancien conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères, c'est à ce titre qu'il mène les discussions avec ses homologues égyptiens, bien avant que le traité de paix avec l'ex-ennemi du Caire ne soit signé devant les photographes en 1979. Mais c'est surtout l'affaire Pollard qui va changer le cours de sa vie diplomatique. Meir Rosen est alors ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Pas à l'ambassade, mais même si j'étais à l'ambassade, il est venu. Et même si on l'acceptait à l'ambassade, on l'aurait livré le lendemain. Parce que on ne peut pas croire qu'une ambassade permettait de d'abord venir sans prévenir et essayer d'entrer comme ça à l'intérieur d'une ambassade. Dans la situation où on se trouve, il était clair qu'on ne le laissera pas entrer. Et deuxièmement, du moment qu'il était fugitif de la justice américaine, d'abord il y a des accords entre Israël et les États-Unis, des accords d'extradition, d'entraide en matière pénale, et il a certainement commis un crime selon le droit américain. Il se retrouve ainsi malgré lui au cœur de l'arrestation de cet analyste de la NSA, inculpé par la justice américaine pour espionnage au profit d'un État ami, en l'occurrence Israël. Une vie diplomatique particulièrement mouvementée, parlant parfaitement le français, il était en poste en tant qu'ambassadeur à Paris en 1981, lorsqu'Israël bombardait le réacteur d'Osirak, construit justement par la France. Voilà, je pense que vous êtes tous associés évidemment à cet hommage parce que c'est un diplomate que vous avez côtoyé. C'est un exemple pour tout diplomate. J'ai connu Meir Rosen pendant 40 ans. C'est un homme d'une intégrité pleine et il défendait Israël contre vent et marée. Il était toujours au devant de la scène, aussi sur ce plateau dernièrement. Merci. À une période, lorsqu'il était ambassadeur en France, à la fin des années 70, où il était très difficile de représenter les intérêts d'Israël face à un régime, celui de Valéry Giscard d'Estaing, qui était très hostile à Israël. Merci de rendre avec David Pazner, un des plus grands.